Et bien aujourd'hui, toute la famille va se prêter au jeu des interviews. En effet, vous avez été assez nombreux à nous faire remarquer que vous aviez beaucoup de questions sur le voyage en moto qu'on était en train de réaliser en famille à l'autre bout du monde. Et puis peut-être qu'on vous les montrait pas assez ces motos, donc voilà. On s'était dit que c'était l'occasion et quoi de mieux que de lister toutes vos questions. On en a rajouté quelques-unes et surtout on va les poser à chacun d'entre nous. Alors par contre, je n'ai pas pu mettre certaines questions qui n'étaient pas du tout liées aux motos. Je me dis que ça sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo ou pourquoi pas d'un live. Donc là vraiment, on va parler du fait de voyager en moto, en famille, en Asie du Sud-Est. Et puis en fait, vu que c'est moi qui ai eu l'idée dans la famille et vu qu'il fallait trouver quelqu'un qui commence, et bah ça tombe sur moi, donc c'est moi qui vais me prêter en premier à ce jeu des interviews. Bon, Alice elle a oublié de vous dire, mais on fait cette vidéo pour fêter le premier mois de voyage et surtout les 1000 premiers kilomètres en moto. Je pense qu'on peut se féliciter parce qu'on a fait déjà un beau périple. Les kilomètres ça passe très vite et je me demande à la fin du périple combien on aura au compteur. Moi, ce que j'apprécie énormément dans le voyage en moto, c'est cette sensation de liberté. On part à l'heure qu'on veut. C'est vrai que quand on est en sac à dos, on a des contraintes comme le bus. Il part à une certaine heure, il faut être prêt à temps. Là voilà, on a cette énorme liberté, on peut d'un seul coup décider de tourner à droite même si c'était pas prévu et d'aller visiter quelque chose. Donc ça j'apprécie énormément et aussi le fait de voyager dans cette région du monde, c'est une grande facilité pour trouver des hébergements, de quoi manger et c'est aussi une merveilleuse manière la moto de rentrer en contact avec les gens et ça c'est super cool. Ce que j'aime c'est parce que le paysage est tout le temps beau, les gens nous disent tout le temps bonjour, bonjour, c'est merveilleux. Au début j'étais pas hyper habituée parce que je faisais un peu le foufou. Qu'est-ce que j'aime en moto? Je sais, je viens de trouver. Ma mère conduit super bien et mon père aussi. Ce que j'aime, c'est m'asseoir sur le dossier de la moto et rêver pendant qu'on roule. Oui, rêver avec tout ce qu'on voit. C'est super. Comme on le ressent tous, ce qui est vraiment chouette dans le voyage en moto, c'est cette liberté que l'on a de pouvoir se déplacer à la fois géographiquement, donc aller où on veut, emprunter la route que l'on souhaite, mais c'est aussi partir à l'heure que l'on souhaite par rapport à un voyage en bus où on est contraint effectivement par les horaires de bus et puis parfois quand on voyageait en bus, eh bien, il y avait des endroits magnifiques que l'on passait, qu'on regardait par la fenêtre et on ne pouvait pas s'y arrêter. Maintenant on peut vraiment s'y arrêter et aller explorer les différents coins que l'on a envie. La selle n'est pas assez confortable. Ok, d'accord. Ce que j'aime pas dans le voyage en moto, et je commence à me détendre, c'est que je suis quand même, en tant que papa, quand même stressé par le fait qu'on conduise les motos, par la sécurité. Je fais souvent, je roule souvent devant pour ouvrir le chemin, montrer à Alice qui est plutôt derrière les différents trous qu'on a dans la chaussée, les pièges qu'on peut avoir en termes de gravillon sur la route. Mais je suis toujours à conduire avec mes rétroviseurs, à regarder s'ils sont bien derrière, s'il n'y a pas de problème. On a un système qui est très sympa, c'est qu'on a aussi les petits talkies, donc ça nous permet, si Alice veut s'arrêter, faire une photo parce qu'il y a un endroit qu'elle a trouvé merveilleux, eh bien elle s'arrête, hop, un petit coup de talkie, je me suis arrêté prendre la photo et nous on roule doucement et on l'attend qu'elle nous rejoigne, donc ça c'est bien.
Mais c'est vrai, il y a ce stress de toujours de la moto. Alors le stress mécanique, ça va pour l'instant. Les motos, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt le stress lié à l'accident, donc traverser des routes, tourner, etc. C'est plutôt ce petit stress-là en moto, mais je pense qu'on est bien équipé. Je ne faisais pas de moto avant et je vais pas vous le cacher que c'est, je vais pas dire fatigant, mais ça demande pas mal de concentration. Donc les jours où on part en moto, eh ben, ça veut dire qu'on fait tous nos sacs, il y a une logistique et ça veut dire que moi, je suis pas crispée sur ma moto, hein, mais voilà, je suis au taquet, je suis bien concentrée et en fin de journée, sans dire que je suis lessivée, ouais, je suis un peu fatiguée, de la bonne fatigue, mais voilà, c'est fatigant. Pareil, hein, quand on voyage en sac à dos, quand tu prends le bus, c'est pas toi qui fais les 200 km, les 2000 km, tu te mets dedans, tu profites du paysage, tu profites des rencontres. Là, voilà, ça te demande une vigilance de tous les instants et c'est un peu plus compliqué. Ouais. Eh bien, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu. On est allé voir une montagne qui est percée à son sommet. Elle a un trou au tout milieu et quand on est arrivé là, on avait des sensations d'être en steppe mongole. Alors on n'y est jamais allé, mais on s'est dit tiens, si la Mongolie devait être quelque chose, ça pourrait ressembler à ça. C'était magnifique, il y avait des chevaux, il y avait des buffles, il y avait un berger. Le lieu était, à nos yeux, paradisiaque. Et cette montagne, pour moi, elle avait des allures, je pensais à l'Arche perdue d'Indiana Jones. Donc voilà, un superbe spot, un très beau moment et la preuve, on pensait qu'on allait y passer que 1 heure, 2 heures et on y a passé toute la journée, c'était vraiment magique. D'ailleurs, ça me fait penser qu'une des choses que je n'aime pas en moto, c'est que je n'arrive pas à passer partout, ce qui n'est pas le cas de Fred et que typiquement pour aller là-bas, la descente était pentue, super caillouteuse et que là je pouvais pas le faire toute seule en fait, donc ça je n'aime pas. J'ai une liberté en moto mais elle a ses limites. Je sais pas dire, ils m'ont tous plu. Ah si, le rocher, la montagne percée. Ok. Parce que il y avait des animaux autres que des chiens et des chats. Parce qu'ici, il n'y a que des chiens et des chats. Le lieu? Oui, l'endroit. Ouais. C'était, je me rappelle plus là où on était, c'était que moi j'ai vu la première fois Monsieur Lénac-Janture. Monsieur Lénac-Janture Babylonique. C'est le lac de Babet qui t'a le plus plu, Ruben? D'accord. C'était aussi sa rencontre. Vous me faites vraiment des pièges parce qu'honnêtement, ce que vous avez dit, c'est la montagne percée, l'œil de l'ange. C'était vraiment un lieu paradisiaque comme je les aime. C'est dur, hein. C'est dur. Ah, si vraiment t'en non, parce que un. C'est vraiment beau. Y a des portions qui sont moins belles forcément. Après, honnêtement, les paysages qu'on a eu de ces pics karstiques, ces pitons rocheux qu'on a eu du côté entre Kaobang et Banjiok, c'était vraiment fabuleux, cet enchaînement de pics. Et effectivement, je vous montrais des images où on voit que c'est complètement un enchaînement et puis avec plein de vallées et plein de villages à l'intérieur de ces vallées. Et ça, j'ai vraiment apprécié. C'est un paysage comme on l'imagine, la baie d'Along terrestre. Donc ça c'est vraiment très très beau. Les routes au Vietnam sont très changeantes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des très bonnes portions, ensuite des portions aux travaux, des portions de terre, des nids de poules, des gravillons, et c'est très changeant. On ne peut pas dire que la route du début à la fin va être belle ou pas belle, c'est que ça varie énormément. Donc ça, on ne peut pas préparer à l'avance, on ne peut pas savoir. Pour les dangers, je m'attendais à plus d'animaux qui traversent la route, me faire surprendre par des animaux, des chiens, etc. Mais ici, je trouve que les chiens, ils se lancent pas du tout après les motos, etc. Je pense qu'ils ont compris qu'il fallait pas qu'ils bougent. Honnêtement, je vois pas beaucoup d'animaux traverser. Bon, il y a des vaches, mais ça, on les voit venir puisqu'on roule pas très très vite. En dehors de ça, je trouve pas qu'on soit vraiment surpris par ça. Les routes sont quand même... alors quand c'est sec, bien sûr, parce que quand c'est mouillé, c'est un peu différent. On roule encore moins vite parce que c'est piégeux. Non, les routes sont difficiles, mais pas horribles pour l'instant parce qu'on part sur la boucle d'Adziang et on nous annonce des pentes assez raides et des routes un peu défoncées. Ça, dans quelques semaines, peut-être je dirais l'inverse. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Dans les bosses, il est hyper bien, mais aussi, ce que je me demande, c'est comment il a appris ça, même dès qu'il était petit. Ceux qui fait de la motocross petit, ou je sais plus comment. Et en plus, il s'est fait arrêter. Il n'avait pas de plaque d'immatriculation, mais la voiture l'a fait foncer dedans.
Et je me demande comment elle a vraiment ça. Alors moi, comment je me sens dans ma conduite? Alors moi, j'ai mal aux fesses. J'ai mal aux fesses sur ma selle. Les motos sont très basses à la fois. Donc ça, c'est bien pour apprendre. Mais basse, ça veut dire que vous avez les jambes pliées. Et moi, la position de conduite n'était pas top. Donc j'ai enfilé des pelotes de laine à l'intérieur de ma selle pour me rehausser de quelques centimètres. Et puis gagner un peu de confort. Alors je suis en test, voir si ça marche bien. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous faire un petit topo vidéo sur les Honda Win. Avec les différentes motos qu'on peut acheter ou louer au Vietnam. Et puis l'avantage et les inconvénients de ces motos-là. Moi, je me sens bien, honnêtement, dans la conduite. Je trouve ça très agréable. On roule doucement. J'ai envie de mettre un peu plus de gaz de temps en temps, donc je le fais. C'est vrai que des fois, c'est sur un 4 temps, c'est. Mais bon, des fois, j'en profite pour faire un peu des points de vitesse et pousser un peu la moto. Mais non, je me sens bien et on n'est pas là pour faire une course. On est là pour vraiment profiter du paysage, profiter du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Donc, non, c'est vraiment chouette. Je pense qu'il conduit très bien et qu'il adore faire quand on est dans des petits endroits avec plein de bosses, nous prendre en moto et faire plein de bosses avec nous. Je trouve qu'il conduit super bien. Fred faisait de la moto avant, donc forcément il a plus de facilité. Il vous en parlera mieux que moi parce que je crois qu'il a fait aussi de la moto trial quand il était plus jeune. Donc évidemment il passe partout, là où moi sincèrement je me dis ça passe pas. Lui, c'est fluide, c'est normal. Ce que j'apprécie, c'est qu'il ne me met pas la pression. Il me félicite quand, avec du recul, je trouve que ce que je veux au début et comparé à ce que je conduis maintenant, ça n'a rien à voir. Et ben tous les jours, il essayait de m'encourager, tous les jours, il essayait de me féliciter. Et il se met très souvent à conduire devant. Comme ça, en fait, ça va lui permettre de vérifier s'il y a un danger quelconque. Et il va me le montrer, ou il va même klaxonner et me faire comprendre, attends, là, il y a quelque chose. Ça, c'est quand même hyper appréciable de conduire à deux et que le premier soit plus expérimenté et puis qu'il se donne, il est très gentleman, on va dire, et qui me montre en fait les dangers sur la route. Mes débuts, je les avais partagés avec vous dans une vidéo qui retraçait vraiment voilà, nos tout débuts en moto. Avec du recul, j'étais franchement pas très douée. Je pense qu'à ce moment-là, je n'ai jamais passé la 4e sur la moto. Et pourtant, quand on est arrivé à Babé Lake, je m'en souviens que Fred m'avait fait passer par des chemins qui étaient merveilleux, mais je parle bien de chemin. Les trucs tout caillouteux, en montée, en descente, où il y a un buffle qui t'attend dans le virage. Donc au final, je m'en suis pas si mal sortie. Et voilà, plus le temps passe, plus je me sens à l'aise. Il y a quand même des matins où je prends la moto et je me sens engourdie, je sens qu'elle est lourde quand elle est chargée. Donc je fais toujours attention, j'essaie d'être très vigilante, ça me prend pas mal de concentration, ça, voilà. Mais au fur et à mesure, je sens que voilà, j'ai de plus en plus de plaisir. Récemment, on a fait des routes de montagne et j'étais très fière de moi parce que je commençais à kiffer le fait de prendre des virages et de me pencher. Et ça, c'est chouette quand on ressent des sensations où on les aime de plus en plus. Donc voilà, non, je sens que je suis toujours une débutante. Hein, j'ai pas de prétention à vous dire ouais, c'est bon, je gère. Mais une débutante qui prend de plus en plus de plaisir à faire ce qu'elle fait. Et ça, c'est cool, franchement. Elle conduit très bien, mais qu'elle peut encore s'améliorer, mais que des fois, elle se la pète un peu en rigolant. Mais ce que je pense, c'est qu'elle peut s'améliorer et que ça se trouve un jour, elle adorera la moto et en France, elle achètera une moto et elle fera de la moto toute seule. Elle conduit hyper bien. Ce que je me demande juste, c'est des fois, au moment, la première fois qu'on a conduit dans un endroit hyper beau avec maman, on est tombé de la moto et puis ça, c'était notre première fois. Mais c'est pas, par exemple, ta maman va à pleine balle et là que tu tombes de la moto. Non. Parce que si je tombe de la moto, c'est... Non. Je sais qu'il ne faut pas tout lui montrer d'un coup parce qu'elle a besoin de temps, elle a besoin de faire sa propre école, en fait, d'apprendre toute seule. Donc je lui ai donné quelques petites pistes au départ, mais honnêtement, elle a appris toute seule à faire de la moto. Je trouve qu'elle est très prudente. Et je trouve qu'elle progresse bien. Honnêtement, quand j'ai vu la première fois à Hanoï, quand on faisait le tour de pâté de maison et que je courais derrière la moto, je me suis dit, est-ce qu'on va y arriver? Quand on a fait les premiers kilomètres et puis qu'on est arrivé dans nos premières destinations à Tay Nguyen et que le gérant de la homestay m'a dit elle n'est pas prête, je me suis dit, pour la suite, surtout pour la suite de la route, j'ai fait, waouh, on va encore tourner un peu. Et honnêtement, elle s'est bien détendue, elle est plus cool et à la fois, elle roule tranquille. C'est vrai que ce matin encore on a fait un petit chemin de liaison avec des bosses. Je la vois qu'elle est impressionnée,
mais je la connais, comme elle a fait du 4x4, elle a conduit un peu Monster, etc. Elle a envie de le faire et je sais qu'elle en est capable. Donc même si elle a des petites appréhensions, je sais qu'elle en est capable. Et quand on est parti en voyage et qu'on avait proposé la moto, je savais qu'elle en était capable, donc je lui fais vraiment confiance. Voilà, je m'inquiète pas trop. Même je la félicite parce qu'il y a des passages difficiles. Elle s'en sort vraiment bien. Ce qui est dur évidemment, c'est les endroits où on peut caler et redémarrer en montée en première. Ça c'est difficile, surtout quand il n'y a pas d'adhérence. Il y a plein de petits endroits encore qui sont difficiles à faire, surtout avec le poids des valises. Ça c'est dur parce que la moto elle est assez basse, mais il y a quand même du poids. On est deux dessus plus les bagages. Non, elle s'en sort vraiment bien, je suis fier d'elle et je lui dis très souvent, plutôt je lui crie parce que quand elle fait un passage qui était difficile, je lui fais des petits gestes comme ça, je relève la visière et je lui dis bravo, tu t'en es bien sorti, etc. Donc je pense que non, vraiment c'est super. Oui, j'ai déjà eu peur en moto, en voyage, pendant ce voyage. Alors on était dans une région qu'on va partager avec vous plus tard, qui est vraiment magnifique, et on allait à la découverte de villages d'artisans. C'était splendide et Fred, comme à son habitude, a vu une petite ruelle partir et s'est dit tiens, si on allait explorer. Moi je l'aime beaucoup et je connais son côté aventurier, donc j'ai dit oui sur le coup. Et au fur et à mesure la piste s'est détériorée, mais franchement c'était catastrophique. Et voilà, je crois que je suis tombée plusieurs fois. Alors évidemment, vu qu'on roule pas très vite, je suis tombée comme au ski, vous savez, quand on s'arrête et que c'est à ce moment-là que la chute devient inévitable. Donc on n'a pas du tout eu de casse, c'est plutôt ton orgueil qui en prend un coup. Et puis qu'il faut quand même remonter et puis continuer. Donc là, ça a été vraiment un moment où je faisais pas la maline. Et on a eu la bonne idée de se retrouver sans le vouloir, à prendre ce chemin en sens inverse. Parce qu'à un moment là, on a baissé les bras, hein, on a fait demi-tour, on a dit on arrête. Mais pendant qu'on visitait d'autres villages, encore une fois, on a voulu prendre un petit chemin de traverse et on a compris qu'on était en train de prendre ce chemin-là dans l'autre sens. Et évidemment, dans ces cas-là, tout se passe pas comme tu as prévu, on perd plus de temps, il y a des photos magnifiques à faire, on s'amuse. Et là, le soleil commence à décliner et on a fini de nuit sur une route défoncée avec de la gadoue, sinon ça c'est pas drôle. Et là, on faisait clairement pas les malins et là aussi, voilà, je vais pas dire que j'ai eu peur pour ma vie, mais c'est un des moments où j'étais pas, je sais pas, hyper heureuse quoi, clairement. Mais on l'a fait, on s'en est sorti. D'accord. Ça m'a juste fait bizarre une fois parce que la première fois j'ai essayé d'attacher ma ceinture parce que j'étais pas habituée à la moto. Est-ce que j'ai eu peur pendant ce voyage en moto? Non, j'ai pas du tout eu de peur. Si, je dis une bêtise. Si, il y a un endroit où j'ai eu peur, c'est quand dans les premiers kilomètres, quand on a quitté Hanoï, quand on a fait cette route où il y avait beaucoup de circulation, beaucoup de camions. Et là, honnêtement, je me suis dit, si ça c'est le Vietnam, on est mal barré parce qu'on va pas apprécier du tout. C'est vrai que se faire frôler par les camions sur cette route qui était très étroite avec des piétons, c'était vraiment pas cool. Et ça, je crois que c'est la première journée de moto avec Alice. Et j'ai dit, waouh, ça va pas le faire du tout. On voulait tourner à gauche. Et avec les camions qui venaient, c'était impossible. Donc on a pris une autre route, on a fait un détour, on a fait autrement. Mais oui, là je me suis dit, ça va être compliqué. Alors, ce qui me surprend le plus, et voilà, on verra pour les autres, j'ai bien peur qu'on dise un peu tous la même chose. Je serais curieuse de voir la réponse, mais deux choses me surprennent. La gentillesse et le sourire des Vietnamiens, c'est quand même un truc incroyable et franchement on ne vous ment pas, mais dès qu'on traverse le moindre village, les enfants nous disent bonjour, nous disent hello, nous disent xin ciao, nous font des grands sourires. Les adultes nous font des grands sourires, on est dans le nord du Vietnam, je ne sais pas comment ça se passe dans le centre et dans le sud, mais clairement cette bienveillance des Vietnamiens nous touche énormément. Et puis aussi la beauté des paysages. Là on vous le montrera je pense à la fin de la vidéo, on est dans un cadre magique et je m'en lasse pas, il y a des rizières, il y a des montagnes, on a vu des sapins, on pourra se croire dans les Alpes, il y a pour l'instant juste dans le nord du Vietnam une richesse et une diversité de paysages que je trouve incroyable, c'est vraiment les deux points qui me marquent. Ce qui m'étonne c'est pourquoi ils mangent des poules et des chiens. Vous voulez savoir qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages. Ils ont presque décimé tous les animaux. Ils mangent de tout. Il n'y a plus de singes, plus d'éléphants, plus de tigres. Il n'y a presque plus rien au Vietnam comme animaux sauvages. Alors moi j'aurais aimé aller les voir, faire des treks et aller les voir.
qui m'a surpris le plus depuis notre arrivée au Vietnam, c'est qu'ils mangent tout. Ça, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'ils ratissent les rivières, les étangs, la nature. C'est-à-dire que le Vietnamien mange tout, des grenouilles, des coqs, des crevettes, des crabes, des chiens, du bœuf, des buffles, des poules, des pattes de poule. C'est ce que vous voulez dire tout à l'heure, Ruben, en disant les poules. C'est les pattes de poule qu'on voit sur les marchés. Ouais, ça me surprend énormément. Nous qui sommes végétariens, c'est un peu compliqué. Le chien, c'est un traumatisme. Honnêtement, je roule des fois, je me dis mais non. Je regarde les chiens, je me dis mais non, c'est pas possible. Et voilà. Bah, après, c'est une culture, c'est pas la nôtre. Mais il faut la respecter. Et ben, je crois que ça sera plus forcément au Vietnam. Enfin, je pense qu'on a encore plein de belles choses ici, hein. Mais je me projette pas mal aussi au Laos. J'ai hâte de découvrir ce pays. Parce qu'on a aussi hâte de découvrir des animaux sauvages notamment, et j'espère bien qu'on pourra aller là-bas voir des singes, des éléphants. Cette partie-là me tente pas mal, et rencontrer d'autres familles et retrouver peut-être des amis. Ça aussi, j'avoue que c'est une carotte non négligeable, et ça me donne bien hâte. Le Cambodge. La réserve aux éléphants. Un endroit que j'aimerais vraiment découvrir, et ça sera pas en famille, c'est le sommet du Vietnam, le Phan Xipang, qui est à plus de 3000 mètres. C'est du côté de Sapa, et j'aimerais en faire l'ascension dans les prochaines semaines. Voilà, c'est un petit rêve que j'ai. Je sais même pas si c'est beau, mais je pense que de toute façon aller à un 3000, ça sera forcément beau. Des pâtes au pesto. Les pâtes à la bolognaise. Je vais pas faire la fille parfaite en termes d'organisation, mais au final, non, il n'y a rien vraiment qui... Je réfléchis, je vois pas de choses qui me manquent en particulier. Ah si, je voulais partir avec une petite robe. Ça paraît très bête une robe, mais en fait c'est hyper pratique quand tu veux changer ta tenue, quand tu es en maillot de bain pour une fille. Et je suis partie sans robe et j'en ai pas acheté à Hanoï, et depuis, je vais pas vous mentir, il n'y a pas évidemment de magasin à ma taille et avec mes goûts d'européenne. Je sais pas, je m'en passe quand même vraiment bien, mais s'il doit y avoir quelque chose, ça serait peut-être ça. Tout le reste, je pense qu'on l'a. Ouais. Alors, il y a des choses qui nous manquent énormément, c'est des hamacs. Parce qu'on n'a pris que 3. Non, je plaisante bien sûr, on a 3 hamacs, alors qu'Alice, j'avais négocié pour avoir les hamacs. Non, ce qui me manque, alors... Honnêtement, dernièrement, si j'avais su, j'aurais pris les bombes anti-crevaison parce que ça n'existe pas ici. Et c'est tout bête, hein, il y a quelques accessoires comme ça qui n'existent pas. Et honnêtement, ça m'aurait rassuré d'avoir une bombe anti-crevaison par moto pour si on se retrouve en pleine nature, qu'on puisse au moins regonfler la moto pour pouvoir continuer notre chemin. Même s'il y a des garages partout dans tous les villages, au niveau logistique avec les enfants, les affaires, ça aurait vraiment été chouette de pouvoir utiliser cette bombe. Alors je suis allé dans plein de magasins à demander. Ils m'ont proposé une pompe pour regonfler les pneus, mais si je suis crevé, la pompe elle sert pas à grand chose. Donc du coup oui, c'est quelques petits équipements comme ça qui auraient été intéressants à emmener. Des fois, parce que avant-hier, on avait fait des kilomètres, 120 km. Ah, c'était dur. Non, parce que je rêve. Ça revient à la question avec le siège, je rêve. Alors 1000 km en un mois, ça paraît pas beaucoup. Effectivement, on voyage très lentement. Comme l'a dit Ruben tout à l'heure, on a fait des étapes de 120 km, c'était la plus grande étape qu'on ait fait. Généralement, c'est plutôt 50, 60 km tous les 2, 3 jours, 4 jours, voire une semaine. Donc on voyage vraiment très très lentement et on prend vraiment le temps de découvrir les endroits dans lesquels on se pose. Honnêtement, j'en suis super content parce que ça s'accroche super rapidement sur les motos et ça se décroche aussi super rapidement, ça se charge facilement aussi et surtout ils sont ils sont complètement étanches. Donc les sacs latéraux, c'est vraiment bien. Peut-être on aurait dû prendre la taille en dessous parce que avec la moto ça fait un vélo, c'est les sacs de vélo donc je
trouve qu'ils sont un peu gros, ça nous fait un gros derrière les motos. Après c'est pas hyper gênant honnêtement, dans la circulation on s'en sort plutôt bien. Le sac qu'on met derrière c'est plus un sac d'appoint, c'est notre sac à dos où on peut mettre les affaires vidéo, les choses comme ça, qu'on charge d'ailleurs pas beaucoup honnêtement. Et puis il est super parce que c'est un sac qu'on utilise aussi en rando, et ce matin je suis parti en rando de plusieurs heures dans la montagne et honnêtement je suis encore en test et je le trouve super bien. On est bien, c'est un sac style Alpi, donc très court, très léger, très court pardon, les sangles très étroites mais confortables. Non, j'en suis vraiment content du sac à dos et je pense qu'Alice elle est amoureuse de ce sac là. Ce sac il est bien aussi parce que j'apprécie le fait que le zip soit à l'intérieur du dos. En fait quand on pose, alors il y a deux choses, un pour se faire voler, donc ça c'est chouette, on peut pas se faire voler parce que on peut l'ouvrir que dans notre dos et quand on l'a sur notre dos c'est pas possible. Et de deux, quand on pose le sac à dos, on le pose comment vous dire, pas du côté où on va mettre notre dos, donc même si on est dans la boue ou autre, il va pas se salir. Quand on va le mettre sur notre dos, on va pas salir notre t-shirt ou autre. Non, il est vraiment bien par rapport à ça. Et puis il est complètement étanche et ça compte. On voulait faire un bonus de la vidéo des 1 mois de voyage en moto et des à peu près 1000 km. On les a dépassés en fait à l'heure actuelle car on a pensé à 2-3 petites choses avec Fred, donc on vous les rajoute. Alors hier on a testé un scooter parce qu'on a fini un trek qui était sur la route. On nous a prêté un scooter à la Homestay. Bref, qu'est-ce qu'on en a pensé? Et ben en fait ce qu'on a pensé, parce qu'on hésitait un petit peu en discutant, est-ce qu'on a bien fait de prendre une Honda Win, une moto ou un scooter? On se dit que le scooter c'est possible de faire la boucle d'Adziang et le nord en scooter. Mais moi je trouve pas tant que ça parce que le scooter, il y a le moteur à l'arrière, donc ça veut dire que si on rajoute le poids à l'arrière par les bagages et un deuxième passager, je trouve que la moto devant elle est difficile à conduire, enfin le scooter est difficile à conduire, donc je trouve que le scooter même s'il est semi-automatique ça permet effectivement d'avoir de la reprise dans les montées. Je trouve que il n'y a pas non plus de, enfin 2 plutôt même, je trouve qu'il n'y a pas de frein moteur non plus, donc on est tout le temps sur les freins dans les descentes par rapport à la moto. Et écoute, je trouve que l'accélération elle est vraiment pas terrible. Après je sais que je suis qu'une débutante mais l'accélération du scooter comparée à la moto ça n'a juste rien à voir, et pourtant j'ai une petite moto en termes de puissance. Et moi j'étais pas hyper à l'aise quand je l'ai eu, surtout dans une descente. Je suis restée en seconde et quand je freinais, après c'est peut-être qu'elle est vieille le scooter qu'on a eu, j'en sais rien, mais moi j'ai pas aimé. Moi j'ai pas du tout aimé, je suis ravie de nos motos et en fait je les surkiffe. Ce qu'on voulait vous redire d'autre, alors on a pensé à 2 autres petites choses, notamment un retour sur les stations essence parce qu'on a eu des questions sur est-ce qu'on trouvait facilement ou non de l'essence. Pour l'instant on en trouve à peu près partout, il faut quand même s'organiser et on essaie à chaque fois qu'on voit une station et qu'on est à mi-réservoir de faire le plein le plus souvent possible. Dès qu'on part d'une ville on fait le plein et comme ça on est tranquille. Après est-ce que dans le reste de la boucle d'Adziang on trouvera de l'essence, on verra. On vous le dira. Non mais après c'est vrai que c'est un petit réservoir les motos, mais c'est aussi une petite consommation. Quelqu'un nous demandait d'ailleurs notre consommation et... Je crois que c'est 7 litres. Ça doit être à peu près 7 litres et il doit avoir, je pense, 1 litre de réserve. Donc comment ça se fait? Comme sur les motos en fait. Quand la moto elle cale, quand il nous reste plus qu'un litre, ça fait bam, la moto elle cale, on se met sur réserve et il nous reste 1 litre pour aller rejoindre une station service. Ni plus ni moins. Je pense qu'avec 7 litres on doit faire peut-être 200 km. Je pense que ça passe. C'est dur à savoir, je vous avoue qu'en fait on a pris, on a une application de budget, donc on note effectivement à chaque fois qu'on prend de l'essence, mais je note pas les litres, je note juste le montant et c'est vraiment le genre de calcul qui perso nous intéresse pas spécialement là tout de suite, donc voilà. Et l'essence elle oscille entre dans les 20 800 dong, 20 900 dong, donc on arrive à peu près 80 centimes le litre, voilà. Je crois que c'est tout pour cette partie là. Et moi j'avais encore une petite anecdote, et ça c'est plutôt pour les motards français, c'est que ici j'ai appris à conduire à la vietnamienne et ok. Ouais, à la vietnamienne. Non, c'est au niveau des passages de vitesse, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait les passages de vitesse comme nous. Normalement nous en fait on descend la première en bas et ensuite on monte, on appuie et ensuite on monte. Et nous en fait nous au Vietnam, t'as vu là je me sens déjà vietnamienne en fait. En fait on se sert du talon pour passer les vitesses quand on veut les augmenter. Et pourquoi? Parce qu'ils conduisent en tong. Voilà, et qu'en fait en tong, ça te fait super mal sur tes doigts de pied de monter tes vitesses. Et moi j'ai tellement pris cette habitude que voilà, je conduis à la vietnamienne, et c'est Fred qui m'a fait la remarque que si je voulais éventuellement passer mon permis en France et conduire une moto en France, ça sera intéressant. Et là, depuis quelques temps, j'essaie de me forcer à passer avec la pointe de pied. Mais c'est alors c'est pas qu'au Vietnam, c'est l'ensemble de l'Asie. C'est l'ensemble de l'Asie. En Birmanie, c'était pareil.
Et ben voilà, je serais une motarde asiatique. J'ai pas, j'ai pas tout à fait les traits, mais en fait, je vais te dire, mais asiatique. ce matin, il y en a un qui arrive à fond en face de moi, j'ai failli me le prendre dans un petit chemin. Donc il faut toujours être prudent et avoir ses protections. Oui, non, clair. Et d'ailleurs, on s'est fait une remarque avec Fred au tout début, que les routes soient bonnes ou pas bonnes, c'est pas ça le vrai danger. Le vrai danger, en fait, c'est qu'il y a toujours de l'imprévu ici. Alors évidemment, c'est vrai, l'imprévu, c'est que des fois, d'un seul coup, la route se dégrade. Mais à la limite, ça, ok. Le vrai imprévu pour moi, c'est le mec qui a décidé de traverser la route, le buffle. Et un indice, c'est quand tu vois une bouse de buffle, c'est que le buffle n'est pas loin. Et les buffles s'en foutent de toi. Et tu peux avoir un troupeau de buffles sur la route. Et voilà, et de préférence dans un virage, et de préférence dans un virage en gravier, en descente. Donc c'est aussi toutes ces choses-là qui fait qu'on roule pas comme des fous. J'essaie de me dire, est-ce que j'avais d'autres anecdotes? Ah oui, j'ai une blague d'Esteban, il me fait trop rire. Hier, on était donc dans un trek et on voit des motos passer et il me dit, ah, c'est une Honda Queen. Je fais, non, Esteban, c'est une Honda Win, tu le sais bien, c'est une Honda. Il fait, non, il y a les Honda Win et il y a les Honda Queen. Une Honda Queen, c'est parce qu'elle queen. Et une vraie bonne Honda Win, c'est quand elle queen plus. Mais quand elle queen, qu'elle fait, on parle d'une Honda Queen. Ça marche pas? Ah non, mais je vous jure, avec la bouille d'Esteban, c'était trop mignon. En fait, il faudrait que je demande à lui qu'il vienne, qu'il vous explique ça, et c'était trop chou. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions sur la moto. On a vraiment à cœur de vous partager ce trip moto, et on a entendu les remarques de certains, comme quoi vous avez vraiment envie de faire plus une immersion avec nous sur les trajets. Et en fait, on vous l'a un peu pas caché, mais on l'avait pas forcément montré parce qu'on avait peur de vous ennuyer. Donc en fait, on est ravis que vous ayez envie de voir ces parties-là, qu'on vous montre des petits villages, qu'on vous montre la conduite. Donc maintenant, on va de plus en plus l'intégrer dans nos prochaines vidéos. Voilà. Merci Alice. Et c'était tout pour ce bonus. On vous remercie tous. Je pense qu'il faudra aussi que Fred partage avec vous son retour sur les équipements qu'on avait pris en France, parce que honnêtement, je vous le dis très rapidement, mais il faudra en faire une vidéo beaucoup plus complète. Quand je vois tous les Vietnamiens avec leur casque, qui est véritablement du casque d'appoint, je suis ravie d'avoir pris un casque en France. Et ça aussi, Fred, je pense que ça serait cool que tu en parles. Voilà, bah écoutez, moi je félicite toute la petite troupe de s'être prêtée au jeu des interviews. Vous avez été au top. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Vous voyez des vidéos comme ça, bah, typiquement, on ne les sort pas forcément le mardi. Donc ça vaut vraiment le coup de vous abonner pour être sûr d'en louper aucune de nos vidéos. Et puis on vous remercie d'être toujours présent. Et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye.